Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Les agissements de la secte islamiste Boko Haram au Nigeria reposent la question de l'efficacité des armées nationales sur le continent. Malgré la détermination des autorités, le groupe terroriste continue d'opérer. Au Mali, l'activité touristique est en berne en raison de la crise socio-politique des 2 dernières années. Afin de relancer le secteur, l'Office national du tourisme mise sur la promotion de nouvelles destinations. Et puis, la 7e édition du Festival de Diaz de Guinée débutera le 28 mai prochain à Conakry. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés du genre. Le groupe islamiste Boko Haram a multiplié les attentats au Nigeria ces derniers mois, ciblant généralement des églises et parfois même des bases militaires. Des attaques qui se sont déjà soldées par des milliers de victimes. Mais le fait le plus marquant a été l'enlèvement mi-avril de plus de 200 lycéennes. Et malgré la traque des autorités nigérianes, le groupe reste très actif. Comment l'expliquer? Élément de réponse avec notre éditorialiste Gracia Rokondikiza. L'armée nigériane n'est pas formée pour combattre ce type de guérilla, la guérilla urbaine et la guérilla même au niveau de la campagne, au niveau des habitations, parce que c'est une armée qui est très mécanisée, une armée très moderne, mais qui n'a pas d'équipement ou qui n'est pas formée pour combattre ce type de terrorisme. On sait bien qu'aujourd'hui, les renseignements ont beaucoup évolué, mais pour combattre les islamistes, il faut un renseignement des personnes, non pas du matériel. Il faut qu'il y ait des gens qui entrent dans le corps de Boko Haram, dans le groupe, pour donner des renseignements. Et le gouvernement nigérian s'est déclaré prêt à négocier avec Boko Haram ce mardi. L'objectif étant de permettre la libération au plus vite des 223 lycéennes enlevées par le groupe islamiste dans le nord-est du pays. Les États-Unis ont décrété ce mardi des sanctions contre des responsables centrafricains, parmi lesquels les anciens présidents François Bozizé et Michel Diotodia. Des sanctions qui prévoient notamment un gel des avoirs et une interdiction de voyager. Parallèlement, la situation sécuritaire reste fragile et des affrontements sporadiques se poursuivent dans certaines villes centrafricaines. Aminata Diak. Les sanctions continuent de tomber sur les responsables des violences en Centrafrique. Ce mardi, le président des États-Unis Barack Obama a indexé les anciens dirigeants centrafricains François Bozizé et Michel Diotodia ainsi que 3 autres responsables, à savoir le coordinateur des milices anti-Balaka, Levi Yakete, et 2 chefs de l'ex-coalition rebelle Seleka, Nourdine Adam et Abdoulaye Miskine. Des sanctions qui démontrent la volonté de la communauté internationale de lutter contre l'impunité des crimes commis un peu partout dans le monde. Une décision salué par Vincent Mambachaka, membre du Conseil national de transition centrafricain. Je pense qu'il était temps que la communauté internationale et plus particulièrement les États-Unis puissent s'impliquer sérieusement dans la situation en République centrafricaine et qu'on commence à pointer directement de doigt les différents responsables. Nous avons préconisé qu'il y ait, dans la situation actuelle en République centrafricaine, qu'il y ait un mécanisme de justice transitoire qui pourrait, justement sous la protection de la MISCA en Centrafrique, entamer à la fois des poursuites contre les auteurs intellectuels politiques de la tragédie, des crimes et des assassinats, mais en même temps, les menus frétins. Ces sanctions marqueraient, selon certains spécialistes, le retour des États-Unis en Afrique. Depuis quelques années, le pays s'intéresserait à nouveau au continent. Après la guerre froide, les États-Unis amorcent leur retour en Afrique. Ce retour se fait d'abord sur le plan institutionnel. En République centrafricaine, le président Obama est relativement clair. Pour lui, la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine est le fait des antidémocrates comme Bozizé ou Diotodia. Ce retour marqué et remarqué montre que pour les États-Unis, l'Afrique devient, à la différence de certains pays européens, un continent pour lequel les États-Unis vont être présents de plus en plus. Vendredi, François Bozizé, Levi Yakete et Nourdine Adam étaient déjà visés par des sanctions prises par le Conseil de sécurité de l'ONU. Les autorités de transition de la Centrafrique continuent de travailler avec la communauté internationale pour ramener la paix dans le pays.
Au Congo-Brazzaville, le départ massif des Congolais de la République démocratique du Congo a un impact négatif sur les secteurs d'activité dans lesquels ils exerçaient. À Brazzaville, ils sont nombreux à craindre une augmentation du prix de certaines denrées alimentaires, en partie fournies par Kinshasa. Reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Les Congolais de la RDC sont partis dans la précipitation, chassés pour certains et d'autres par précaution. Mais en partant, ils ont laissé vacantes certaines activités économiques, créant ainsi un vide. Un départ massif qui a un impact sur l'économie locale. Nous sommes à Poto-Poto, l'un des plus grands marchés de la capitale congolaise, Brazzaville. Voici la célèbre rue Aoussa, connue pour la vente de produits de beauté et ses services de coiffure, pédicure, manicure et pose de fossiles, une spécialité des Congolais de Kinshasa. Ces jeunes filles sont les dernières coiffeuses ressortissantes de la RDC ici. Les filles qui travaillaient avec nous étaient toutes des Quinoises. Nous étions vraiment nombreuses ici, mais la majorité est partie. En un mois, le nombre de ces travailleurs du secteur informel est passé de 80 à 4 dans cette rue. Et le service coûte désormais plus cher. En revanche, les produits congelés, porc, côte de bœuf et poulet, qui pour certains proviennent de Kinshasa, se vendent au même prix. Les prix ne sont pas augmentés. Nous, on achète nos produits normalement, on vend aussi normalement comme on vendait avant. Ces carottes viennent de Kinshasa, leur prix n'a pas changé, c'est le cas de l'ensemble des produits. Mais avec le ralentissement du trafic, beaucoup craignent une augmentation des prix au cas où les échanges perdraient leur rythme habituel. Il devient aussi évident que sur certaines denrées, la demande soit supérieure, qu'il y ait un problème de désajustement entre l'offre et la demande. Donc il est tout à fait concevable que par le biais de la spéculation, que les prix augmentent. Ils sont un peu plus de 40 000 ressortissants de la RD Congo à être reconduits chez eux de l'autre côté de la rive. De part et d'autre du fleuve Congo, les autorités affirment œuvrer pour la mise en place d'une solution pour un retour au calme et à la sérénité. Le Mali souhaite retrouver son statut de destination favorite en Afrique de l'Ouest. Le secteur est mis à mal depuis 2008 du fait de l'insécurité dans le septentrion malien, principale destination des touristes internationaux. Afin de retrouver son dynamisme d'antan, l'Office national du tourisme mise sur la promotion de nouvelles destinations. Reportage d'Idrissa Sangaré, notre correspondant au Mali. En 2005, le tourisme au Mali avait généré plus de 80 milliards de francs CFA de recettes. À l'époque, le secteur employait directement et indirectement près de 170 000 personnes. Mais cet âge d'or est aujourd'hui révolu, en cause notamment la crise sociopolitique des 2 dernières années. Le pays dispose pourtant de forts atouts et attraits pour les visiteurs. Compte tenu de ce potentiel au niveau culturel et de ce potentiel au niveau des ressources naturelles, vous avez beaucoup de parcs, des réserves et des aires protégées, comme le delta intérieur de Niger qui renferme les sites Ramsar. Donc pour nous, c'est vraiment un défi, un challenge de pouvoir atteindre, nous rapprocher de ce million de touristes. Mais pour cela, il faut beaucoup de choses parce que le tourisme ne peut pas se développer sans les infrastructures. Promouvoir le tourisme local est aussi l'un des objectifs de l'Office malien du tourisme et de l'hôtellerie. Les acteurs culturels du pays sont également invités à promouvoir les atouts des différentes villes à fort potentiel et à développer les différentes activités possibles pour les touristes. Djenné, qui est une très très belle ville, connue mondialement, mais combien de gens sont allés à Djenné? Parce qu'il n'y a pas d'activité à Djenné. D'accord? Kona vient de montrer l'exemple. Kona qui est derrière Ségou, qui est derrière Mopti, il y a eu un festival à Kona, des gens sont allés pour la première fois. Donc on peut citer des exemples à ne pas en finir. La promotion de nouvelles destinations au sud du Mali est également à l'étude. Plusieurs sites comme la vallée du Mandé, qui renferment les vestiges de l'Empire du Mali, ont été identifiés. L'actualité culturelle à présent, le 7e Festival international du jazz de Guinée se déroulera du 28 au 31 mai prochain à Conakry. Parmi les prestigieux invités, Assalfo Traoré, leader du groupe Magic System, qui recevra le prix Sékou Bembeya pour la musique. On écoute à ce propos Alfred Oulemou, président du festival. La particularité de la 7e édition du festival de jazz, c'est déjà l'émulation qu'il y a autour de ce festival. C'est la création du prix Sékou Bembeya pour la musique, ce prix qui est décerné donc
aux artistes du monde, aux artistes africains qui auront marqué de leur empreinte professionnelle le milieu de la musique, le milieu où ils ont exercé leur métier de profession. Donc en cela, pour cette 7e édition, c'est Assalfo Traoré du groupe Magic System qui aura donc l'honneur d'être récipiendaire de cette 7e édition de ce festival. Au-delà donc des spectacles qui auront lieu donc au Novotel dans les jardins du Grand Hôtel de l'Indépendance. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.